Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout en rendant gloire à Allah, nous bénissons le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous magnifions et nous glorifions cette noble religion qu'est l'islam. Nous prions pour le peuple du Niger qui traverse en ce moment une étape critique, je dirais une étape importante de la vie de cette nation du Niger. À notre modeste façon, à notre modeste manière, nous allons essayer, comme nous le faisons depuis un certain temps, d'apporter notre petite contribution pour que enfin le peuple du Niger, les peuples de Burkina Faso, de la Guinée et du Mali puissent véritablement être émancipés, affirmer leur souveraineté pleine et entière dans une démocratie non pas occidentale, mais dans une démocratie africaine, selon nos valeurs culturelles, selon nos valeurs coutumières, selon notre histoire, selon notre perception, selon notre conception, selon notre façon de voir et de comprendre le monde. Parce qu'il sera quasiment impossible, avec une démocratie importée, de pouvoir s'émanciper comme il se doit. À titre d'exemple, la démocratie chinoise n'est pas importée. La démocratie russe, turque et autres. Les autres, les nations qui sont en train de se pervertir, qui se croient développées, on a vu les limites de leur développement, qui se croient développées, sont en train de faire face à une dure réalité. Parce qu'on a voulu occidentaliser nos sociétés, on a voulu nous acculturer, nous imposer une culture qui n'est pas notre culture, parce que c'est ça aussi ce qui est fondamental. Il faut avoir ce débat idéologique honnête et sincère et se poser les véritables questions des enjeux qui sont importants. En voulant s'accrocher à un modèle de démocratie importé, nous tournons le dos à nos valeurs sociétales, sociales, culturelles, historiques. Ce qui fait même notre africanisme et africanité. Et ce débat-là, nous devons être honnêtes pour l'avoir. Se poser de véritables questions sur les véritables enjeux. Qu'est-ce que la démocratie? Est-ce que nous devons importer une culture? Parce que aujourd'hui, le modèle de la démocratie qu'on veut nous imposer, peuple africain, faisons beaucoup attention, pays du tiers-monde, faisons beaucoup attention, pays sous-développés, j'attire l'attention vraiment de chacun de nous sur ce. C'est un fléau, c'est un cancer. La démocratie occidentale est un cancer. Comment est-ce que c'est un cancer? On vous dit que votre façon de penser n'est pas bonne. Votre façon de voir le monde n'est pas bonne. Votre conception de la liberté, ce n'est pas ça. Le principe des droits de l'homme que vous avez toujours connu depuis les temps passés, on vous dit non, 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 ça ne tient pas la route. On vous dit, et l'Afrique ne se rend pas compte du danger. L'Afrique dans sa globalité, ça je le dis, l'Afrique dans sa globalité, on ne se rend pas compte du danger auquel on est en train d'exposer notre société. Notre société a été exposée, c'est vrai. C'est vrai qu'on a été colonisé. C'est vrai que le maître colon nous a imposé certaines choses. Pour vous permettre de comprendre la menace que représente cette histoire de démocratie. Oui. Faut dire.
suis au garage, hein, je suis en train de refaire un peu la voiture, donc c'est pourquoi. Alors donc, je répète, je reviens sur un certain nombre de choses. Vous savez, le blanc, pour nous dominer, l'Église catholique a été complice. Ils ont dit que ce sont des sauvages, ce sont des animaux, ils vivent dans la brousse, dans les arbres. Ce sont des singes. Et cette conception, ça tient jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et on nous dit, il faut apporter la civilisation. Donc, dans la domination coloniale, donne-moi une seconde. Nada tout ça, tu es fouetté, à tout. Ah. Tu leur dis, ils viennent et puis ils veulent se faire forcément. Alors donc, je le dis, je le répète, quand ils venaient pour assujettir nos pays, nos États, à l'époque c'était des royaumes et des empires, ils sont venus avec la Bible, ils sont venus avec des prêtres, et l'Église catholique s'est fait complice d'une acculturation, d'un viol de notre culture, d'un viol de notre souveraineté. Ils ont détruit notre mode de vie. Enfin, ils n'ont pas totalement réussi, mais ils ont vraiment fait un travail de fond avec leur Bible. Ils nous ont fait comprendre que on adore des faux dieux. Ils nous ont fait comprendre que c'est des bois qu'on vénère, que nous sommes animistes, que nous sommes, je ne dirais pas bouddhistes, mais que nous avons une culture qui est sauvage. Donc, il faut nous amener à la raison. Il faut nous faire sortir des ténèbres, que nous sommes à marge de leur civilisation et que eux, ils ont la meilleure civilisation au monde. Ils portent des costumes, ils fument des cigarettes, des cigares, ils boivent le whisky, ils sont ceci, ils sont cela, et ils ont commencé à voir l'Africain, parce que pour comprendre le mécanisme dangereux de la démocratie, il ne suffit pas de regarder la démocratie comme étant un modèle de gouvernement. C'est la manipulation là que moi je veux détruire. C'est cette conception fallacieuse, c'est à cela que je m'attaque. Alors, donc, en parlant de nous civiliser, de nous apporter la religion, de nous faire sortir de la brousse des ténèbres, on a commencé d'abord à mater notre psychologie tout en détruisant notre culture. Donc, après avoir détruit notre culture, après avoir assujetti notre esprit, après avoir pris une ascendance sur notre conscience et notre psychologie, ils ont dit qu'il faut leur donner un peu de liberté. Donc, on nous fait croire que nous sommes indépendants. Mais dans cette indépendance, elle ne va pas comme ça. On nous impose un modèle de gouvernement. Puisque la plupart de ceux qui sont allés étudier chez eux sont venus avec cette idée, l'acculturation, la destruction de nos valeurs culturelles. Donc, on allait se former chez eux, on est revenu, on nous dit la meilleure façon de gouverner, c'est la démocratie. Mais moi, je voudrais bien savoir, les rois, les empereurs africains, est-ce qu'on peut me dire qu'à l'époque de ces grands rois, de ces grands empereurs, qu'il n'y avait pas la démocratie, qu'il n'y avait pas l'état de droit, qu'il n'y avait pas la liberté? Je ne crois pas. Donc quand ils ont fini, c'est un travail systématique, minutieux, qu'ils ont mis en place. Donc la dernière étape pour nous garder dans la domination sans tirer un coup de fusil, dans la domination sans faire une invasion, pour nous maintenir dans la domination et le vol, on nous impose un modèle de gouvernement qu'ils appellent la démocratie. Est-ce que vous voyez? Et ce modèle-là, on nous impose cela, on nous impose un modèle de démocratie. Et le modèle de démocratie qu'on nous a imposé, c'est de dire que si ce n'est pas comme ça, l'autre là c'est faux. Si ce n'est pas comme ça, l'autre là c'est pas bien.
Si ce n'est pas comme ça, votre façon de voir, votre façon de réfléchir, votre façon de comprendre, votre façon... Alors que ce qu'ils oublient, avant qu'ils ne viennent, ils sont venus trouver une société africaine bien organisée. On avait un empereur, on avait des empereurs, on avait des rois, on avait des chefs de clan, on avait des chefs de terre, on avait des chefs de village, on avait des chefs coutumiers. Alors, si cette organisation sociale à l'africaine existait, alors je voudrais bien savoir quelle forme de démocratie, et c'est l'erreur que nos dévanciers ont commis, tels que les Houphouët, les Senghor et autres. Ils auraient dit on accepte ce modèle-là de démocratie, mais au lieu d'aller faire le copier-coller, prendre la constitution française et venir la copier, la plaquer chez nous, ils auraient dû réfléchir et trouver une originalité. Mais ce n'a jamais été le cas. Donc, le modèle français a écarté complètement nos valeurs culturelles sociales. Et aujourd'hui, c'est cette démocratie qu'on utilise pour mater, pour opprimer, pour nous maintenir dans l'esclavage et la domination. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina, y compris la Guinée, ont décidé que c'est terminé, on ne veut pas. C'est pourquoi hier, je vous disais que Dieu est en train de faire un travail extrêmement important et fondamental dans le Sahel. La libération de l'esprit de la captivité et de la domination de l'appareil criminel appelé démocratie. Nous ne sommes, parce qu'on ne nous apprendra pas ce que c'est que la démocratie, quand nous savons nous-mêmes que nos sociétés ont été bâties sur des modèles démocratiques par la hiérarchisation de la société, la socialisation de la société, la répartition de la société, la classification de la société. On ne peut pas nous dire que dans ces conditions-là, nous ne savions pas comment gérer nos sociétés. Alors donc, pour nous maintenir dans cette forme de domination intelligente et subtile, on nous apporte la démocratie. Dieu merci, le Mali a commencé à tout rejeter parce que le Mali a dit non à tout. La seule chose qui reste aujourd'hui pour le Mali, c'est le franc CFA. Le franc CFA qui reste pour le Mali. C'est le franc CFA. Donne-moi une seconde. Hein. Alors donc, c'est un peu ça. Va t'asseoir là-bas, j'arrive. Quoi? Quoi? Voilà, il y a le pain là-bas, dans le sachet noir. Bah, j'arrive. Quoi? J'ai compris que j'arrive tout de suite. Alors donc, je vais vous tracer les grandes lignes de ce que sera notre entretien de ce soir. Ce soir, nous allons discuter, ce soir, nous allons échanger encore. Le Mali, vous vous rappelez, il y a longtemps, j'avais demandé que le Mali signe des accords de défense avec la Russie. Je bénis Allah, le Mali, lors du dernier sommet Russie-Afrique, le Mali a concrétisé et le Mali a signé des accords de défense avec la Russie. Et dans ces accords de défense, le Mali allait beaucoup plus loin. Si un pays attaque le Mali, la Russie va riposter avec violence. Donc, dans cet accord-là, c'est une des raisons pour lesquelles le président Poutine a exigé, bon pas exigé, il a insisté autant pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles le président Poutine a insisté pour que le président Assimi Goïta, qu'il vienne lui-même, qu'il ne se fasse pas représenter, parce qu'il y a plein de choses qu'il souhaiterait discuter personnellement avec le président Assimi Goïta. Et c'est ce qu'il a fait. Donc le Mali a signé. Donc, lors de cette rencontre de ce sommet Russie-Afrique, le Mali a signé un accord de défense avec la Russie. Et l'accord de défense, il est beaucoup plus approfondi, beaucoup plus direct, beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique que les faux accords de défense que la France a signés avec certains pays africains. Donc, je vous informe aujourd'hui, c'est officiel.
Moi-même, je ne le savais pas. C'est aujourd'hui que je suis tombé sur l'information. Le Mali a signé des accords de défense avec la Russie. Donc vous comprenez que si le Mali est engagé dans cette guerre avec le Niger, et que si jamais le Niger, les gens, ils ne savent pas pourquoi le Mali et le Burkina, les mêmes accords de défense que nous avons signés avec la Russie, le Burkina, je vous ai toujours dit que le Burkina est un bon élève du Mali. Le Burkina prend toujours ce qui est positif dans les actions du Mali pour les appliquer, les adapter et les faire à la burkinabé. Et figurez-vous que le Burkina aussi, si ce n'est pas déjà fait, aura, ou du moins a déjà aussi son accord de défense avec la Russie. Donc comprenez que deux pays stratégiques pour la Russie qui ont des accords de défense avec la Russie, et la France sait ce que c'est. Parce qu'il paraît que ça a soulevé beaucoup de débats en Europe. Et les Français sont très amers, pas contre le Mali, mais contre Emmanuel Macron. Donc pour vous dire que c'est fini, même la CEDEAO, parce que vous avez entendu, la CEDEAO dit, si le Mali n'organise pas les élections, ils vont obliger les putschistes à partir. Maintenant, vous allez passer par où? Avec les accords de défense du Mali et la Russie, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire au Mali? Avec les accords de la Russie et le Burkina, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? Donc, aujourd'hui, cette zone est devenue très volatile. En un clin d'œil, ça peut partir. Et ce que le Mali est en train de préparer rapidement avec le Niger, c'est de faire que les trois pays, je ne sais pas trop pour la Guinée, mais que les trois pays rapidement déterminent de façon concrète et pragmatique, c'est-à-dire que le Mali a déjà un accord de défense, le Burkina, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas je suis le point de le faire, ce sera la même chose pour le Niger. Donc imaginez le Niger, le Burkina, le Mali, avec un accord de défense robuste avec la Russie. Non pas que nous allons rester sous la domination, la tutelle comme la France, non. C'est d'égal à égal avec un respect. Mais les accords de défense, vu que la Russie a une avance technologique assez importante en armement, donc c'est important que le Mali se... D'ailleurs, quel pays au monde est-ce que les Européens eux-mêmes ne sont pas dans une alliance appelée OTAN? Donc, il n'y a pas de complexe pour nous Maliens d'avoir une relation de défense avec Moscou. Puisque dans l'OTAN, tu attaques un membre de l'OTAN, tous les autres membres vont réagir. Donc, s'il y a des accords de défense entre les membres de l'OTAN, il y a aussi des accords de défense entre le Mali et la Russie. Il y aura aussi des accords de défense entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et le Niger. C'est pourquoi nous disons au peuple du Niger, toujours chaque fois que je sors, je dis Dieu est en train de faire votre parole. Peuple du Niger, j'espère que vous commencez à comprendre ce que j'ai dit depuis toujours. Et ce n'est pas tout. Parce que le Niger en entrant dans dans l'accord de défense avec... Parce que le Niger doit d'abord dénoncer, sortir de l'accord de défense entre le Niger et la France, et ensuite faire la demande officielle et proprement à la Russie. Évidemment, peut-être que le président lui-même va se déplacer, ou son ministre de la Défense, ou son ministre des Affaires étrangères. Quoi? Ouais, je vois. Oh là là. Bah, j'arrive. Va t'asseoir, je viens. Donc, voilà. Donc, ce soir, on va développer en long et en large l'accord de défense entre le Mali et la Russie, les préparatifs par rapport à ce que j'appelle l'autodéfense, et le Mali est en train de préparer aussi sa lettre, ainsi que le Burkina, pour sortir de la CEDEAO. Donc les documents sont déjà signés, la lettre de retrait du Mali de la CEDEAO, c'est déjà prêt, la lettre du retrait du Burkina de la CEDEAO, c'est déjà prêt, ainsi que pour la Guinée. Donc si la CEDEAO s'engage, ne serait-ce que lancer les hostilités, même si c'est pour tester le terrain automatiquement, le Mali et le Burkina, c'est une certitude absolue. La Guinée, c'est encore resté à approuver, mais je crois que la Guinée s'est dit favorable à son retrait aussi de la CEDEAO. Donc le Mali et le Burkina, les lettres de retrait sont déjà préparées. Les trois états-majors, Niger, Burkina, Mali, ont travaillé sur un plan de riposte. Je vous ai dit hier, la Russie déjà un certain nombre d'équipements militaires assez importants dans le cadre de la coopération et dans le cadre aussi de l'accord de défense entre le Mali et la Russie. Il y a un nouveau type d'armement qui rentre en jeu désormais dans l'acquisition d'armes de dernière génération du Mali et du Burkina. Donc ce n'est pas notre souhait, mais c'est de nous laisser tranquilles déterminer notre propre chemin
nous laisser tranquille déterminer notre propre avenir, nous laisser tranquille travailler avec qui on veut. Parce que nous, on ne dit pas à la France avec qui la France doit travailler. Si la France pense qu'elle a des intérêts comme on appelle, au Niger et qu'elle veut attaquer le Niger sur son propre sol à cause de ses propres ressources, nous, on s'en fout des investissements français au Niger. C'est le sol du Niger, c'est la propriété du Niger, c'est ce qui appartient aux enfants du Niger. Donc la France ne peut pas venir nous dire parce qu'on a investi. Est-ce qu'on t'a forcé à investir? Un investissement, c'est un risque. Si tu investis, tu gagnes. Mais pendant tout le temps que la France gagnait sur le dos du Niger et que le Niger perdait, est-ce que le Niger s'est plaint une fois? Est-ce que le Niger s'est plaint une fois? Pendant plus de 50 ans, près de 60 ans, plus de 400 ans, vous êtes en train de voler ce pays. Et vous avez fait suffisamment d'investissements. Les investissements que vous avez faits, c'est pour le peuple du Niger ou mais c'est pour vous-même? C'est pour vous. Et les investissements, il y a des risques. Et aujourd'hui, c'est le jour où vous allez payer tout ce que vous avez fait. Et je vous fais rapidement, avant de... Je vais vous mettre un peu le piment à la bouche, avant qu'on ne commence. Comme nous sommes au garage là, on ne peut pas... J'attends qu'on mette tout... Je suis venu pour faire des retouches rapidement. Je vous fais écouter... je vous fais écouter ceci. Donc avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord d'amener mon message de soutien indéfectible à nos militaires qui nous ont sauvés de ces mains de ces vampires. Donc à l'endroit de la communauté internationale, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau de la CEDEAO, ou bien la France qui est leur moteur, nous allons leur dire que le combat, c'est un combat de la jeunesse. Ce changement-là qui est visé, le vent de changement-là qui souffle en Afrique, le Niger ne fera pas exception. S'ils vont créer une base pour venir attaquer les Nigériens et qu'ils mettent dans leur tête qu'ils vont d'abord écraser toute la jeunesse nigérienne avant d'atteindre les militaires. Nous n'allons pas nous laisser faire. D'ailleurs, je veux vous informer que bientôt nous allons déclarer des programmes, nous allons cibler tous les intérêts de la France et nous allons les mettre vraiment, nous allons les menacer. Nous sommes prêts et déterminés pour défendre la patrie. Comme les militaires se sont sacrifiés, c'est à notre tour de montrer à cette France le vampire qui nous détruit, la communauté internationale, la CEDEAO, devant qui les Nigériens, combien de fois ils n'ont jamais décrété de loi ou bien de force pour intervenir quand les terroristes nous attaquent. Actuellement, combien de familles sont déplacées? Nous allons remercier les militaires, particulièrement le chef de la transition, M. Abdraman Chani. La jeunesse nigérienne est debout et nous sommes avec vous. Nous ferons le bouclier de Niger. Inch'Allah. Vous entendez le cri de joie que la jeunesse est en train de montrer? Ça fait longtemps que nous attendons ça. Bon, ce soir, nous allons développer tout ça en long et en large, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. On garde le contact. À ce soir, pour un direct sur les accords de défense entre le Mali et la Russie, sur les préparatifs entre les trois États et entre les trois chefs d'état-major Mali, Niger, Burkina par rapport à la riposte et les différentes lettres de retrait de la CEDEAO, du Mali et du Burkina Faso. Et aussi de très grandes nouvelles pour le Niger, comment la jeunesse nigérienne est déterminée à mener ce combat jusqu'au bout pour dire que la France a perdu. La France, nous ne sommes pas la chasse gardée d'un pays, nous ne sommes pas la vache au lait d'un pays, nous ne serons plus des pays qu'on vient voler et piller à 10%. Le système 10%, c'est terminé. Les vols et les pillages, c'est fini. C'est quand vous voyez la population nigérienne, c'est là que vous vous rendez compte que Bazoum en réalité était une marionnette et qu'il n'a jamais fait l'unanimité comme on veut nous faire croire. Et la démocratie malhonnête, maladive des élections, nous on n'en veut pas. Si la démocratie c'est aller aux élections, on préfère ne pas aller aux élections. On veut une démocratie propre, nette, honnête, basée sur le respect de la souveraineté et sur le respect des intérêts vitaux des peuples et sur les choix stratégiques. Le Niger c'est la même chose, le Burkina, la Guinée. D'ici là, portez-vous bien ce soir, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu.